Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça va pas être une vidéo riding ni vidéo tuto. Ça va être vraiment une vidéo où je vais vous exposer mon point de vue sur le BMX en général. On va parler de cette chose, donc le BMX Freestyle Park. On va aussi parler du sondage que je vous ai fait sur Instagram. Vous avez été pas mal à y participer et ça c'est cool. Et à la fin ou pendant, je vais voir, je vous expliquer mon point de vue à moi que j'ai, que certains partagent, d'autres non. Tout le long de la vidéo, je vous inviterai dans les commentaires à débattre sur certains sujets, si vous avez le même point de vue que moi ou pas du tout. Puis voilà, j'espère que ça va être assez vivant. Donc premier gros dossier, c'est celui-là. Donc c'est BMX Freestyle Park, donc c'est fait par la FFC, donc Fédération Française de Cyclisme. C'est un guide en fait destiné aux mairies et toutes les personnes souhaitant ouvrir un skatepark, que ce soit public ou privé. C'est un dossier en fait qui va aider à structurer la demande si c'est pour une mairie, ou à structurer la création d'entreprises si c'est vraiment un projet privé. Il y avait Greg Masson qui a fait une vidéo dessus. C'était un des seuls youtubeurs BMX à en avoir parlé. C'est un peu dommage, c'est un peu un sujet qui nous concerne directement ou indirectement. C'est quand même bien d'en parler et d'en débattre, je trouve. Voilà, donc je vais pas revenir forcément des points que Greg Masson a souligné parce que je vais pas refaire sa vidéo tout simplement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo aussi qui est pas mal du tout. C'est parti. Donc voilà, moi j'ai déjà fait mes petits repères. Donc en rouge-orange ça va être tout ce qui est négatif selon moi. Et le vert, qui en a très peu, ça va être le positif, bien qu'il y en a quand même dans ce dossier, hein, c'est pas que nul. Donc, on va commencer par l'intro, par le petit édito, qui déjà, voilà, il y a quand même pas mal de orange. Et donc en fait, dans les deux premières phrases, je vais vous les lire et on va voir ensemble après ce que vous en pensez. Alors, le cyclisme est en perpétuelle évolution, comme en atteste l'avènement de nouvelles pratiques, retenez bien nouvelles pratiques, tels que le VTT-AE, donc vélo tout-terrain assistance électrique, ça je suis d'accord c'est bien nouveau, le VTT sur sable et sur neige, ainsi que le BMX Freestyle. Si la pratique du BMX Freestyle n'est pas nouvelle en soi, force est de constater qu'elle a changé de braquet depuis plus d'1 an. Stop, on s'arrête là. Donc ça c'est vraiment les deux premières phrases du dossier. Donc déjà, dès la première phrase en fait, il parle d'une nouvelle pratique. Non, le BMX est là depuis les années 1980, voire antérieur, je ne sais plus, mais c'est hyper vieux, entre guillemets. Voilà, c'est pas récent, quoi. C'est pas récent. Et d'ailleurs, la phrase d'après, il le dit lui-même, si la pratique du BMX n'est pas nouvelle en soi. Donc là, déjà, d'une phrase de l'autre, il se contredit un peu. Voilà, je sais pas, c'est quand même un dossier qui est destiné à des mairies, à des particuliers ou des futurs professionnels qui souhaitent ouvrir un skatepark, qui connaissent peu ou pas du tout. Voilà, si en deux phrases, on arrive déjà à les embrouiller, je trouve ça un peu dommage. Si la pratique du BMX Freestyle n'est pas nouvelle en soi, ce qui est vrai, c'est pas du tout nouveau, que ce soit aux US et en France, c'est pas du tout nouveau, force est de constater qu'elle a changé de braquet depuis plus d'1 an. Alors là, justement, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que depuis plus d'1 an ou 2 ans, le BMX français, du moins, a changé de braquet, a évolué. Alors oui, d'ailleurs, il va l'évoquer durant toute l'intro. Le BMX Freestyle est passé au JO, mais de là à ce que ça change de braquet, dites-moi dans les commentaires si en 1 an, 2 ans, là, vous avez trouvé que le BMX français a un peu changé ou pas du tout. Moi, je trouve que non. Après, c'est mon avis. Donc après, ensuite, il parle des JO, de l'UCI. Et ensuite, il fait un peu un petit résumé, en fait, de ce que va comporter tout le dossier. Donc, je vais vous lire ce petit paragraphe. Donc, nous sommes désormais lancés dans une course contre la montre passionnante et pleine de défis, c'est quand même mieux. Pour la FFC, ce challenge passe par la structuration de la filière et donc la formation d'entraîneurs, la densification de calendriers de compétition et la mise en place d'un plan de détection à l'échelle nationale et bien sûr création d'équipements dédiés à cette pratique. Premièrement, ce que j'ai relevé, c'est quand même la formation d'entraîneurs. Moi, si aujourd'hui je fais du BMX et depuis 10 ans d'ailleurs, si je fais du BMX, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas d'horaire précis, voilà, comme le football, comme tous les sports fédérés. Il n'y a pas d'horaire d'entraînement, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de licence, ce qui est logique. Il n'y a pas de calendrier des compétitions, en gros c'est chaque skatepark ou chaque assos fait sa compète et c'est telle date et puis voilà quoi. C'est pour ça que je fais du BMX, voilà, il n'y a pas de supérieur. Le mercredi de 14 à 17, t'as entraînement, moi j'ai pas forcément envie, voilà, il y a des jours où j'ai pas envie de faire du BMX, il y a des jours ou des semaines, je vais en faire tous les jours quoi. Du coup, formation d'entraîneur, calendrier de compétition, donc
pour moi je trouve qu'on se réfère beaucoup à la race, qui reste du BMX en soi, mais on se réfère quand même beaucoup à la race pour quelque chose qui est freestyle. Donc qui dit entraîneur dit va falloir quand même le payer, parce que cet entraîneur sera pas bénévole, dit forcément licence, parce que fédération oblige, et calendrier de compétition. Donc en gros, admettons, voilà, le mercredi après-midi de 14 à 17 c'est entraînement, le samedi c'est pareil, et le dimanche bah, c'est compète quoi, c'est comme la race en gros. Je trouve ça un peu dommage. Après certaines personnes aiment ça, donc c'est pour ça, je dis pas que ce dossier est nul et qui sert à rien. Voilà, il y a des personnes qui vont se reconnaître dedans, qui aiment la compète et qui vont complètement adhérer à ça. Et il y a quand même la dernière phrase que j'ai surligné en vert quand même, c'est-à-dire c'est la création d'équipements dédiés à cette pratique. Donc ça c'est cool parce que bah, du coup ça va quand même évoluer le réseau de skateparks français qui aujourd'hui est pas terrible en soi, hein, même s'il y a quand même beaucoup de nouveaux parcs qui voient le jour, il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Donc après à voir si ces nouveaux skateparks vont être exclusivement réservés aux personnes qui ont la licence, ça à voir, ça reste quand même flou. Et donc la page d'après, donc il parle de l'histoire du BMX en général. D'ailleurs il évoque malheureusement que Bob Arrow. Comme Greg Masson l'a dit, il n'y a pas que lui, hein, il y a Matt Hoffman, on aurait pu même évoquer Dave Mirra quand même. Mais bon après je comprends, c'est quand même un dossier qui est à destination de novices. Donc si on leur parle de 4-5 mecs et que voilà, ça va un peu les perdre, un peu les embrouiller, et c'est surtout pas le but de ce dossier de faire tout l'historique du BMX en général. C'est vraiment pour aider à construire un skatepark, etc. Mais il aurait pu quand même là mettre juste Bob Arrow, c'est un peu limite quand même, hein. Il y a Matt Hoffman qui a quand même eu des jeux vidéo à son effigie, qui roule encore aujourd'hui, et voilà, je pense qu'il aurait pu quand même être évoqué là-dedans. Et donc sur cette deuxième page, donc toujours dans cette introduction, j'ai noté une phrase qui me fait grave plaisir en fait, que je trouve justement un peu en contradiction avec ce qui était dit avant, donc avec les entraîneurs et tout ça. Ils nous disent en fait que les riders ont un point commun, une certaine soif de liberté qui se traduit par la faculté de pratiquer le freestyle n'importe où, n'importe quand et sans règles. Et moi c'est exactement pour ça que je fais du BMX en fait, c'est que je peux en faire où je veux, quand je veux, surtout quand j'en ai envie, ça c'est super important. Et voilà, et sans règles, même si on va revenir sur des règles entre guillemets, mais voilà, c'est libre quoi, c'est freestyle comme son nom l'indique. C'est une petite touche de positivité quand même. Bon après je vous passe tous les détails, hein. Donc il évoque l'histoire du BMX, l'évolution du BMX, toutes les grandes compétitions, donc East Games, etc. Il évoque ensuite le passage au JO, voilà, donc ça a commencé par la race et là ça évolue sur le freestyle. Et donc là, après l'intro, on arrive sur un constat de l'offre pratique existant, donc c'est un constat de tous les skateparks français actuels, donc autant vous dire que c'est pas très positif, mais c'est quand même important et je trouve qu'ils ont raison justement pour les mairies du coup, de leur montrer que tout ce qu'il y a ou presque aujourd'hui, parce qu'on a de la chance d'avoir quand même des constructeurs de skateparks meilleurs qu'à l'époque. Voilà, c'est vraiment pour leur exposer tous les problèmes. Donc là c'est vraiment le constat de l'offre existante, donc de tous les skateparks actuels français. Donc il nous dit bien que nombreux les skateparks actuels sont essentiellement calibrés pour les rollers, skates et trottinettes, mais ne tiennent pas généralement compte des spécificités de la pratique BMX. Alors oui et non. Oui et non, il y a des skateparks qui sont super vieux, entre guillemets ils ont 15-20 ans, et qui sont parfaitement roulables en BMX je trouve, voilà. Bon après ils sont peut-être un peu dégradés, mais ça c'est le temps qui veut ça. Il y a le skatepark qui vient, c'est le skatepark du Fréjus, voilà, que ce soit au niveau taille, pour le BMX c'est parfait quasiment. Après qu'ils disent que les skateparks sont calibrés pour les rollers, skates et trottinettes, je suis désolé, il y a des skateparks en France, ils sont même pas calibrés pour n'importe quelle de ces pratiques, hein. C'est vraiment des fabricants de tables de pique-nique qui se sont mis au skatepark juste pour se faire plus de blé. Donc il y a des skateparks qui sont pas du tout adaptés pour n'importe quelle pratique. Je trouve ça un peu dommage. Après ils essayent de vraiment se concentrer sur le BMX et ça je trouve ça vraiment dommage. Voilà, un skatepark en fait, c'est un lieu commun, c'est censé être un lieu commun, donc qu'il soit en trottinette, en roller, en skate, en BMX, t'es censé pouvoir le rouler comme tu le souhaites. Et là justement ils essayent de montrer le doigt que ouais, vous avez fait des skateparks mais pour les skates, pour les trottinettes, pour les rollers mais pas pour les BMX. Mais en fait
souci, ils ont essayé, du moins, ça c'est bien, d'en faire pour tout le monde, même si bah du coup ils ont fait confiance à des personnes à qui il fallait pas faire confiance. Mais bon. Et donc ensuite bah, ils évoquent des gros skateparks indoor français. Donc on a Stride à Strasbourg, on a le Palais de la Glisse à Marseille, ensuite on a le Hangar à Nantes. Ils auraient pu aussi évoquer le spot du Mans, là qui n'apparaît nulle part dedans, et je trouve qu'il mérite quand même d'être cité. Et ensuite donc ils enchaînent, ils demeurent en effet mal adaptés pour une pratique BMX et proposent trop peu de créneaux dédiés. Donc en gros ils veulent imposer des créneaux. Je sais qu'il y a le skatepark Source BMX en Angleterre à Hastings qui est lié au Source BMX Shop que tout le monde connaît. Et eux justement en fait ils ont instauré des créneaux pour le parc. Donc des créneaux justement où il y a des horaires où c'est pour tout le monde, que ce soit skate BMX. Après il y a des horaires seulement BMX. Je sais qu'il y a des horaires seulement BMX d'un certain âge, après c'est d'un autre âge. Après il y a exclusivement BMX aussi pour les filles. Voilà, après ça c'est chacun son point de vue. Moi je trouve ça un peu dommage de catégoriser un peu tout le monde, de faire des horaires pour chacun. Alors qu'aujourd'hui, du moins en France, tout se passe très bien quand on est tous ensemble, ou presque. Et ensuite ils enchaînent sur la deuxième phrase, donc or le freestyle BMX, excusez-moi, ils disent freestyle BMX, permet difficilement une pratique simultanée avec d'autres disciplines compte tenu de la vitesse et des hauteurs, longueurs de saut permises par le BMX. Donc en gros, enfin ce que j'ai compris c'est que le BMX est un sport tellement impressionnant, on va tellement haut, on va tellement vite que on peut pas rouler avec des skates, on peut pas rouler avec des trottinettes, avec des rollers. Mais si les gars, allez voir au Hangar, allez voir au spot au Mans, allez voir dans tous les skateparks, que ce soit des grands ou des petits, on arrive très bien à rouler ensemble en fait. Tout est question de savoir-être dans un skatepark. Si vous mettez que des dieux de la vieille entre guillemets qui roulent des skateparks depuis hyper longtemps, que ce soit en skate, roller BMX et puis trottinette, ils vont parfaitement rouler ensemble là parce qu'ils connaissent un peu les codes entre guillemets du skatepark, et d'ailleurs ils vont les évoquer après. Ils vont encore se contredire, donc je trouve ça un peu dommage. Mettre ça sur le dos du BMX parce que c'est une pratique impressionnante, parce qu'on va vite, parce qu'on va haut, non, c'est juste un savoir-être dans un skatepark, et ça c'est toutes les disciplines qui doivent en transmettre le message. C'est tout. Et j'ai quand même relevé un petit point positif, c'est qu'ils évoquent quand même la taille des modules, le nombre de modules et la sécurité des modules. Ça c'est pas mal aussi parce qu'il y a plein de mairies, plein de skateparks où il y a peu de modules, des modules vraiment tout petits parce que la mairie ou la personne a voulu faire des économies. Sauf que ça répond pas du tout à l'attente des pratiquants, et surtout la sécurité, parce que ça, je sais pas par chez vous, mais moi par chez moi il y a un skatepark qui est à 14 km. Les tôles sont détachées, n'importe qui peut se couper, peut tomber, et le skatepark est laissé comme ça à l'abandon quoi. Je trouve ça sympa quand même qu'ils aient insisté sur la taille, sur le nombre de modules et sur la sécurité, ce qui est pourtant la base, c'est important de le rappeler. Donc voilà, donc après ils évoquent comment créer un dossier pour monter un skatepark, etc. Je vais pas vous faire tout le dossier parce que déjà que la vidéo va être un peu longue je pense, mais si je lis tout le dossier, on est pour 1 heure, voire plus. Donc ensuite, une fois qu'on nous a appris à comment monter un dossier, comment monter un skatepark, et ils vont nous guider, que ce soit pour les matériaux, pour les skateparks en eux-mêmes d'ailleurs, comment faire les plans, comment faire tout ça. Et ils reviennent en fait sur un point, c'est le matériau du skatepark. Alors là, attention, que ce soit indoor ou outdoor, pour eux, le meilleur matériau pour eux c'est le bois. Alors le bois en intérieur, je suis pour à 100%. Les soucis c'est en extérieur les gars. Le bois en extérieur, vous pouvez mettre tous les traitements que vous voulez. Au bout de 15-20 ans, le bois il va quand même prendre l'eau, il va quand même s'abîmer. Quand on roule des modules, que ce soit en BMX, bon pas trop, mais surtout en trottinette, en skate et en roller, même en BMX d'ailleurs avec les pegs, on abîme quand même un peu les modules, c'est normal, ça c'est la pratique. Mais de là à préconiser du bois pour l'extérieur, c'est limite quand même. Un de leurs arguments justement, je vais vous lire tout le paragraphe. Donc modularité, donc pour eux c'est bien parce qu'on peut modifier le skatepark à souhait, ce qui en soi est quand même sympa. Mais bon,
voilà, un skatepark en béton, s'il est bien fait, on n'a pas besoin de le bouger. Et surtout en fait parce que le choix du bois s'explique avant tout par un confort de pratique supérieur. L'amortissement lors des réceptions est beaucoup plus efficace. Alors oui, ça c'est vrai qu'on se fait moins mal quand on tombe sur du bois. Mais de là à faire tous les skateparks extérieurs français en bois, non. Aujourd'hui il y a des skateparks en béton. Alors, certes quand on tombe ça fait un poil plus mal. C'est un peu nous prendre pour des saintes nitouches un peu quand même. Genre on tombe on se fait mal, bah c'est nul, c'est pas du bois. Le béton est très bien, le métal c'est un peu dépassé maintenant, mais il y a plein de skateparks en métal encore aujourd'hui et bah voilà, ça reste un revêtement comme un autre. Donc de là à faire seulement la lumière sur le bois pour toutes les mairies, bah toutes les mairies vont se mettre au skatepark en bois et ça va être une catastrophe parce que bah généralement les mairies entretiennent pas ou très peu leur skatepark et là surtout si c'est du bois, le bois bah, comme je l'ai dit au bout de... Même s'il est hyper bien traité, au bout de 10, 15, 20 ans, le bois, ben voilà, le skatepark il va être bon à rénover. Et ensuite ils évoquent donc justement les avantages et les inconvénients des skateparks intérieurs et extérieurs. Et donc là, la première phrase, je suis en total désaccord et vous allez me dire dans les commentaires si vous avez déjà roulé ces skateparks là. Donc ils nous disent en fait que qui dit équipement couvert dit module sec et donc meilleure adhérence. Les gars, dites-moi en commentaire ceux qui ont roulé à Nantes ou au Mans. Dites-moi si vous avez trouvé que ces skateparks avaient une meilleure adhérence que les skateparks extérieurs. Moi, personnellement, je trouve que c'est pire que l'extérieur. Là, ces skateparks-là, personnellement, la première fois que je suis allé au Mans et à Nantes, au Mans, j'ai mis un coup de pédale, ma roue arrière, elle a fait un burn. Et à Nantes, c'est pareil, hein, pour ceux qui connaissent, il y a un petit bol dans la partie parc. Et voilà, j'ai droppé, j'ai un peu carvé dans les courbes, mais vite fait quoi. Il y a la roue avant ou la roue arrière qui s'est mise à glisser. Je trouve que c'est un argument pas du tout convaincant. Du moins pour les pratiquants. C'est après là pour une personne novice, il va se dire ah oui c'est vrai c'est couvert, donc bah ça accroche plus, mais pas du tout. Voilà, moi je préfère rouler des skateparks extérieurs quand c'est possible et quand le temps permet surtout. Avec carrément une meilleure accroche. En plus, voilà, il y a quand même 2 riders qui ont participé à ce dossier, dont un rider qui a quand même roulé Nantes. Donc, je comprends pas pourquoi il a pu laisser passer ça, comme quoi il y avait une meilleure adhérence. Après, moi, c'est ces 2 skateparks que j'ai comme référence et les 2 glissent comme jamais. Alors, je dis pas que c'est nul, voilà, parce que j'y vais encore aujourd'hui souvent. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires si vous y êtes déjà allé, si vous trouvez que bah voilà, ça glisse plus que les skateparks outdoor. Et donc là, bah, on va revenir sur un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, c'est par rapport à la sécurité. Bah là en fait ils évoquent juste les règles que je vous ai dit précédemment, les règles entre guillemets, parce que c'est pas des règles en soi, mais c'est juste un savoir-être dans un skatepark. Avant de dropper, on regarde à gauche, à droite, on regarde ce qui se passe, on regarde s'il y a quelqu'un qui est en train de filmer une ligne, on regarde si voilà, on essaye de faire attention. Donc là ils évoquent la cause en fait, bah voilà, il y a des règles mais pour eux qui sont pas forcément respectées. Et en fait ces règles ils veulent les apprendre, mais je trouve de la mauvaise manière. Donc je vais vous lire le deuxième paragraphe. Il est beaucoup plus facile d'enseigner ces règles élémentaires aux débutants dans un espace régulé, qui plus est dans le cadre d'une activité encadrée plutôt que sur une zone en libre accès. Des gros accidents recensés sur les skateparks résultent de collisions, donc du non-respect de ces règles de base. Et en fait eux ce qu'ils souhaitent c'est que faire des... Enfin, c'est ce que j'en déduis du moins. En fait c'est qu'ils veulent, moi je pense, faire des petits cours voilà, sur un créneau horaire où il n'y a personne pour apprendre aux débutants comment se comporter dans un skatepark. En soi l'idée est pas con du tout. Déjà faut trouver un créneau horaire auquel rassembler tout le monde, où le skatepark est relativement vide. En gros les débutants vont pas être mis en condition réel quoi. Voilà, ils vont être dans un skatepark vide ou avec d'autres débutants, mais ils vont pas vraiment avoir la réalité du truc quoi. Donc de là à faire des espaces dédiés, des créneaux dédiés pour leur apprendre ces petites règles, en fait je trouve ça bête. Pour moi la meilleure école c'est d'y aller direct dans le grand bain, de juste observer, savoir comment ça se passe, pourquoi avec tant de monde il n'y a aucun accident, parce que tout le monde connaît plus ou moins les règles d'un skatepark, le savoir-être, c'est pas des règles, c'est juste un savoir-être en fait. Donc là à faire des cours sur ça, des cours ou des zones, ouais, pour moi la meilleure école, même si je le reconnais, c'est chiant pour nous pratiquants qui en faisons depuis longtemps.
Mais c'est la meilleure école et tout le monde est passé par là, juste pour avoir un savoir-être en fait. Je trouve ça dommage. Donc là on arrive sur une page qui vont se contredire encore une fois je trouve. Parce qu'on est d'accord, le dossier s'appelle quand même BMX Freestyle Park. Et depuis le début du dossier d'ailleurs ils nous rabâchent oui le BMX, le BMX, le BMX. D'un coup sur une page ils nous disent accessible à la pratique du roller et du VTT freestyle également. Donc là faut savoir quoi, soit on fait un truc 100% BMX et voilà, ou soit on s'ouvre vraiment à tout le monde, mais pas juste au roller et au VTT freestyle. Là c'est pareil, je me mets à la place d'un novice, d'un maire ou de n'importe qui lit ce dossier. Voilà, il se rend compte que depuis le début on parle seulement de BMX et là d'un coup non en fait on peut aussi intégrer quelques rollers, on peut aussi intégrer quelques VTT freestyle. Non en fait soit on fait seulement BMX et seulement BMX c'est tout, ou soit on fait vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de juste milieu, on fait tout ou rien. Et il y a quand même une petite phrase dedans qui m'a un peu interpellé et je vais surtout faire appel aux Trotty Riders s'il y en a qui regardent cette vidéo, même si on parle exclusivement de BMX, mais voilà, même si vous, rider BMX, vous avez des amis qui font de la trottinette, posez-leur la question ou envoyez-leur la vidéo pour qu'ils me disent justement en quelle année la trottinette est apparue en France. La trottinette freestyle. Ils nous disent les années 90 et 2000 ont vu fleurir un nombre conséquent de skateparks, mais ces derniers sont avant tout pensés et fabriqués pour les trottinettes, rollers et skateboards. Dans les années 90 à 2000, qu'il y ait des rollers et des skateboards, je suis parfaitement ok. Mais la trottinette, j'ai quand même un doute que ce soit aussi vieux. Après, peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des trotteux. Dites-moi selon vous à quelle date à peu près, ou si vous avez la date précise. Donc là, après, sur la suite du dossier, sur 10 pages, allez, ils vont vous montrer qu'est-ce qu'un parc de niveau régional, qu'est-ce qu'un parc de niveau national, et qu'est-ce qu'un parc de niveau international. Donc là, honnêtement, on a droit à tous les modules du FIS. Et d'ailleurs, à travers ces petits plans de skatepark, ces petits modules, ils ont quand même réussi à glisser un tout petit paragraphe. Un BMX park de niveau international possède au minimum 12 modules répartis sur 3 zones. Alors déjà 12 modules, 12 sort ce nombre. Si on fait une compétition sur un skatepark de 13 ou de 11 modules, c'est mort quoi. Certains peuvent avoir une très grosse taille, mais il faut toutefois penser à la catégorie femmes et leur permettre de pouvoir aider le parc en y ajoutant des modules abordables pour elles. C'est limite les gars quand même. Enfin, il y a des femmes, il y a des filles qui roulent beaucoup mieux ou beaucoup plus fort que certains mecs et elles roulent parfaitement des gros modules. Parce que là quand même vous limitez la taille des modules en fonction du sexe de la personne. Faut limiter la taille du module en fonction du niveau de la personne et pas en fonction de son sexe, tout simplement. Voilà, c'est pas parce que c'est une fille qu'elle va pas pouvoir rouler un bol ou rouler quelque chose de ultra raide ou de ultra gros. Voilà, il y a des mecs en BMX qui vont pas pouvoir rouler un bol, qui vont pas pouvoir rouler des gros modules. Donc je trouve que c'est une erreur monumentale de catégoriser non les filles elles peuvent pas rouler des gros modules parce que c'est des filles quoi. Dites-moi s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça un peu déplacé, si ça vous choque pas ou si ça vous choque. Je trouve ça complètement bête. Donc passons. Et voilà, donc sur la fin quasiment, ils évoquent en fait les équipements complémentaires, donc tout ce qui est airbag, bac à mousse, pump track, espace de dirt. Donc là, pas de soucis, on est toujours en BMX. Et à la fin, je sais pas pourquoi, ils nous ont pondu un truc, zone de maniabilité trial. Alors là, au début du dossier, on nous a vendu le BMX, mais seulement BMX. Après, quelques pages plus loin, on nous a dit non, en fait, on peut ajouter le roller et le VTT freestyle. Oui, puis là maintenant, zone de maniabilité trial. Qu'est-ce que le trial a à voir avec le BMX freestyle? Qu'est-ce qu'il a à voir avec les skateparks en général? Le trial pour moi c'est comme le vélo route, c'est comme le VTT, c'est des catégories qui n'ont rien à voir avec le BMX. Et là, bête ça là-dedans, trial. Voilà. Encore une fois, je me mets à la place d'une personne novice. Il voit ça, mais il va se dire ok, pour ma vie je vais faire un skatepark. Et puis à côté je vais faire une zone un peu trial, même si je sais et je pense qu'il y a très peu de clubs trial, il y a très peu de structures. Déjà qu'on est quand même beaucoup à rouler sur un skatepark, voilà, que ce soit skate, BMX, trottinette, roller. Si vous commencez à ajouter une petite partie trial, on va plus
on va s'en sortir quoi. Et voilà, donc après ils ont une approche un peu plus commerciale, donc là je vous passe les détails, hein, c'est pas... Voilà, c'est comment gérer un skatepark, comment multiplier l'offre, etc. C'est vraiment commercial. Et voilà, ça a pris pas mal de temps déjà juste pour ce petit dossier. Pour moi en gros c'est quand même un point fort, même s'il faut le revoir parce que le truc sur les fans c'est complètement déplacé, c'est complètement has-been je trouve. Faut revoir les matériaux des skateparks, voilà, on peut pas faire du bois partout. Enfin voilà, il y a plein de trucs, de petits trucs à revoir je trouve personnellement. Après certes ça peut apporter du bon parce que ça peut motiver certains jeunes, voilà, qui justement voient que par la compète et vivent que par la compète, donc là ça peut être un excellent moyen pour eux. Même si je trouve que c'est pas l'esprit du tout du BMX de base, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon voilà, celui-là on l'oublie. Et donc ensuite, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs vous avez été nombreux à participer, vous étiez plus de 140, c'est quand même sympa. Donc première question que je vous avais posée, comment considérez-vous le BMX? Si c'est plus un lifestyle ou si c'est plus comme un sport? À ces questions-là, certains m'ont envoyé des messages et m'ont dit en fait c'est un peu les deux. Qu'en soi c'est une activité physique, oui, mais c'est aussi un lifestyle, donc que choisir? D'ailleurs vous êtes 63% à avoir dit que c'était un lifestyle et 37% à avoir dit que c'était un sport. Donc oui, c'est forcément un sport parce que c'est une activité physique, parce qu'on transpire quand même, on n'est pas non plus là sur nos vélos à rouler tranquille. Mais c'est aussi un lifestyle parce que c'est une ambiance, j'arrive même pas à poser les mots là-dessus quoi. C'est vraiment un état d'esprit, une façon d'être. C'est un lifestyle tout simplement. À certaines sessions on peut avoir un côté plus sportif, plus training on va dire, que d'autres sessions qui vont être vraiment plus chill et plus orientées du coup lifestyle. Ensuite deuxième question, pensez-vous que la FFC va apporter du bon? Donc vous êtes 58% à avoir dit oui et vous êtes 42% à avoir dit non. Donc ça m'a un peu étonné, même si ça reste quand même mitigé, là c'est quasiment moitié-moitié. Mais quand même il y a une petite majorité de oui. Alors dites-moi justement dans les commentaires en quoi vous pensez que ça va apporter du bon. Ensuite troisième question que je vous avais posée, saluez-vous les autres riders quand vous arrivez sur un skatepark? Et ça, ces questions-là, j'y tenais vraiment parce que souvent, après est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'état général du BMX français? Je vous évoquais les skateparks du Mans et de Nantes, et moi quand j'arrive sur ces skateparks, déjà on n'est pas beaucoup de BMX. Enfin, je trouve ça dommage en fait qu'on se salue pas entre nous déjà parce qu'on est en soi peu nombreux en France, hein, même si à tous les skateparks il y a forcément un BMX. Mais voilà, on n'est pas non plus des millions, donc je trouve ça dommage de pas se dire bonjour. De toute façon dans les sondages c'est complètement flagrant. Et vous êtes 94% à avoir dit oui et 6% à avoir dit non. Alors les deux personnes qui ont dit non, allez vous cacher quoi, allez vous cacher, je sais pas. Voilà, on arrive sur un skatepark, on voit un BMX, salut mec, ça va, est-ce que t'es local, est-ce que t'es... Voilà, on essaye de... Voilà, le BMX aussi c'est ça, ça a une grande valeur sociale. Le fait de rouler avec des inconnus et de session en session, ça devient des potes, voire des meilleurs amis, et voilà. Faut pas rester dans sa bulle, faut vraiment, voilà, même juste un bonjour. Ça peut engager une conversation par la suite, voir un game of bike, voir autre chose quoi. Ensuite j'avais posé une question, que pensez-vous de la catégorisation park, street? J'aurais pu mettre dirt, vertramp, méga ramp, enfin voilà. Parce que voilà, aujourd'hui il y a des marques qui font exclusivement du matos park, il y a des marques qui font exclusivement du matos street. Et en fait on perd complètement, je trouve, l'âme du BMX, même si en soi faut pas cracher sur les évolutions. Voilà, aujourd'hui on a tous ou presque des grands guidons, donc on a moins mal au dos. Mais de là à catégoriser en fonction d'un mec qui fait de la rampe, en fonction d'un mec qui fait du street, pour moi on fait tous du BMX, c'est simplement du BMX. On peut rouler aussi bien un skatepark qu'en street, qu'un champ de boss, que si un jour on arrive à un endroit et qu'il y a une vertramp, on peut s'essayer un peu à la verte quoi, et faut pas avoir un vélo pour chaque pratique. Je trouve ça complètement débile et déjà financièrement c'est un peu bête. Moralement pour le BMX, voilà, t'as un seul vélo
tu fais tout ce que tu veux avec. Donc on a un Marc Poppy qui nous dit utile en contest et à nuancer dans le ride quotidien. Et je suis 100% d'accord avec lui en fait, c'est dans les grandes compétitions, donc là je pense aux X Games, mais ils ont vraiment catégorisé le street, l'avert, le dirt, le parc. Ensuite il y a la simple session qui ici est mis, parce que c'est vrai, honnêtement en compète vous pouvez pas juger un Alex Kennedy en street avec un Logan Martin qui va défoncer un parc. Voilà, ça serait complètement injuste de dire bah, c'est lui le meilleur, qu'il a fait un flair double whip tout barre. Alors qu'Alex Kennedy il a fait up rail hard 5-4, les deux sont ouf. De là à juger lequel est le plus ouf, bah on peut pas. Donc c'est vrai que c'est utile en contest parce qu'on peut vraiment juger vraiment sur des groupes de modules, c'est ça en fait, hein, c'est une partie de module street, une partie de module parc. Mais c'est vrai que dans le quotidien, bah faut casser cette barrière et voilà, on peut très bien faire une très bonne session avec un mec qui est plus orienté street, même s'il se débrouille pas mal en courbe. Et il peut très bien rouler avec un gros parqueux, même le parqueux ça peut lui ouvrir plein de portes d'évoluer sur des modules street, voilà, ça lui apporte notre vision de son riding quoi. Donc se limiter à ça, je trouve ça dommage. Ensuite on a le Denmark Kevin qui nous dit de la merde en plaque. Bon, si tu veux. Ensuite on a Joritz Beda, je sais pas si je le prononce bien. Il y a différentes disciplines en une, ça permet de s'ouvrir à autre chose en restant sur un BMX. Bah c'est ça en fait, c'est que on fait du BMX et on peut faire du shortboss, du parc, on peut rouler dans la rue, on peut faire ce qu'on veut quoi. Ensuite on a Lucas03N qui nous dit je trouve ça dommage car il y en a qui se limitent uniquement à une de ces catégories. Exactement, il y en a dans leur tête même quand ils débutent enfin c'est surtout quand on débute en fait on se dit ouais bah moi je vais faire que du street, je vais faire que du parc. Parce que mon idole il fait que du parc donc je vais faire que du parc. Ce qu'il faut savoir les gars en fait c'est que je vais prendre 3 exemples. Garrett Reynolds, Chad Carley et Sean Recani, avant d'être des grosses machines en street, c'est des 3 mecs qui ont commencé en parc avec un vélo avec un rotor quoi. De là à se limiter seulement à une catégorie, non. Même aujourd'hui, hein, vous mettez Garrett Reynolds, Carley et puis Recani sur un parc. Ok, ça va pas être du riding de Logan Martin avec du flair double whip, mais ils vont quand même pouvoir vous démonter une box sans souci quoi. Arrêtez de vous catégoriser, vous pouvez avoir une préférence, moi-même j'ai une préférence. Arrêtez de vous catégoriser, non moi je fais que du street, je fais que du parc, je fais que du... Non, on fait du BMX. Ensuite on a Matou Show qui nous dit je pense que le street a toujours été plus dur et technique que le parc. Alors là je suis pas complètement d'accord avec toi. En street on a quand même des combos qui sont hyper techniques. Et puis même en parc il y a des choses, c'est waouh quoi. Après c'est ton point de vue, hein, je le respecte, mais moi personnellement je trouve que non, les deux sont hyper techniques. Ensuite on a Armand Gaucher BMX qui nous dit je fais du vélo. Ensuite on a Sensei Baguette, je sais pas si je le dis bien. C'est une catégorie qui se comprend, on différencie bien le vélo route du VTT. Et après le vélo route VTT c'est pas du tout le même esprit hein. Bien qu'en vélo route on a le cyclocross, donc c'est du vélo route sur de la terre. Dans le VTT il y a plein de catégories aussi hein. Il y a le VTT randonnée, il y a le VTT DH, donc tout ce qui est dans les montagnes, le VTT freestyle, le slopestyle. Je trouve que le vélo route et le VTT c'est vraiment deux mondes à part. Ensuite on a Julien Hain, excusez-moi encore si je prononce mal vos pseudos, qui nous dit c'est cool, ça fait des sous-familles. Ensuite on a Lord Shipman qui nous dit il en faut pour tout le monde. Exactement. On a Samy_moi qui nous dit c'est important parce que c'est vraiment différent, mais c'est pas censé diviser les groupes. Exactement. Voilà, c'est bien parce qu'on fait plein de choses avec un seul vélo, mais faut pas non plus que ça nous divise. Ensuite on a Antonin Agostini qui nous dit de la merde. Ouais. Et on a Hugo Merseille qui nous dit bien mais les limites des styles se rapprochent de plus en plus. Ça a toujours été en soi, hein. Il y a toujours des tricks à la mode, il y a toujours des tendances à la mode. En bol, voilà, ça va être souvent des mecs qui vont aller super haut, même en parc. Après en parc, ça va vraiment être des machines sur les box. Il y a toujours des tricks en commun. La majorité des tricks d'aujourd'hui ont été inventés il y a 15-20 ans, donc on ne peut pas toujours inventer des choses. Maintenant, aujourd'hui, ça va être que ça, quoi. Ça va être un cycle, c'est comme la mode, ça va être un cycle. Aujourd'hui, il y a les crank flips qui sont graves à la mode, mais moi, quand j'ai commencé,
peu de personnes, ou pas du tout, en faisaient quoi. Alors que les grands flips ont été inventés depuis le début du BMX. Ensuite, autre question que j'avais posée, pour quelle raison faites-vous du BMX et pas autre chose? On a Marc Poppy qui nous dit liberté d'expression dans le riding plus communauté cool. Donc retenez bien le mot liberté puis cool parce qu'on va pas mal le revoir dans les autres commentaires. Ensuite on a Babal du 49 qui nous dit parce que je trouve ça stylé et cool. Encore une fois cool. Le Denma Kevin qui nous dit bon pour le corps, bon pour l'esprit. Ensuite on a Joris Beda qui nous dit état d'esprit, sensation, ça m'a plus attiré que les autres sports praticables en parc. Ensuite on a Lucas03M qui nous dit on se sent libre. Voilà, encore un aspect de la liberté. Ça permet de donner confiance en soi, ce qui n'est pas faux. Et en plus c'est stylé et on s'amuse. Ensuite on a Matoucho qui nous dit c'est le meilleur sport que je connais. Ça demande tellement de temps et de motivation. Et ouais, surtout quand on débute, le temps, apprendre les bases ça peut être très long comme très court pour certaines personnes, ça dépend des personnes. Et de la motivation, ouais, alors ça tout dépend où tu habites. Ensuite on a Armand Gaucher BMX qui nous dit parce que c'est cool de faire des bus. Oui parce que moi je fais pas de bus et je fais pas de whip, mais écoute. Ensuite on a Julien Hein qui nous dit le feeling, les potes et le lifestyle. T'as tout dit. Et donc pour terminer on a Lord Chickman qui nous dit c'est maniable et réactif et ça pollue pas. Ensuite, sixième question que je vous avais posée, comment avez-vous découvert le BMX? Donc on a Marc Poppy qui nous dit c'est le BMX qui m'a découvert, si tu veux. On a Maxence Dos BMX qui nous dit vidéo de mon cousin, Joris Beda qui nous dit des potes plus vidéo YouTube, Lucas.03M qui nous dit dans des vidéos, on a Matoucho qui nous dit un pote qui m'a fait découvrir, Armand Gaucher qui ne sait plus, très bien. On a Sensei Baguette qui nous dit par le biais d'un ami ainsi qu'une passion pour le vélo en général. Julien Haine, internet et un pote, Babal du 49 avec YouTube et tout ça. On a Lord Chickman qui nous dit Gary Young dans la Odyssée Electronicale. Ouais, grosse vidéo, très grosse vidéo. Puis Gary Young, il n'y a plus rien à prouver. On a Victorien Page Chausse-Pied qui nous dit Valentin Pluchet, donc ouais, ok. Ensuite, en septième question, je vous avais posé mettez-vous sur un pied d'égalité tous les riders, peu importe le niveau et le style. Et donc là, vous avez été 82% à dire oui, et non à 18%. Parce que pour vous, un rider qui a un niveau de dingue, vous mettez au même niveau qu'un mec débutant, dans le sens où vous allez peut-être passer un meilleur moment avec le mec qui a plus de niveau, ou vice versa, vous allez peut-être passer un meilleur moment avec le mec qui débute. Je trouve ça plus intéressant de mettre tout le monde tout le monde pareil quoi, finalement on est quand même dans une pratique, dans un sport où peu importe que tu sois mince, obèse, que tu aies n'importe quelle couleur de cheveux, n'importe quoi. On est tous ensemble sur un vélo, puis on est là pour s'amuser. Ensuite, huitième question que je vous avais posée, vouloir fédérer un sport libre, donc freestyle, n'est-il pas absurde? Donc là vous avez à 57% répondu oui, je m'attendais à plus de oui, honnêtement. Non à 43%, ce qui est assez partagé. Et je vais terminer avec un message que j'ai reçu de Maxence Dos BMX sur Instagram, donc qui me met il est perçu que ce petit vélo me donne énormément de satisfaction lorsqu'il s'agit d'un trick sur lequel on bosse depuis des mois. Le sentiment de réussite mais parfois d'échec lors de sessions douteuses. C'est un ascenseur émotionnel en réalité, car c'est parfois une réelle remise en question sur soi-même. Personnellement, ça m'a appris énormément de choses comme la confiance en moi, l'appréhension et la persévérance. Comme exemple, tu tombes, tu te fais mal, tu retournes. Si tu essayes pas, il n'y a aucune chance d'y arriver. C'est principalement ça qui pousse à aller au-delà de sa peur, et quand cette peur se transforme en joie, là est selon moi tout le sort de ce sport. Il y a aussi le fait de manipuler ce BMI, je ne sais pas comment le dire, mais on va dire le feeling qu'il y a avec celui-ci. Rendre ce corps immobile, mobile, les sensations que cela procure, chacun est libre de développer son style et sa créativité. Il y a également toujours une bonne entente entre les riders. Il y a souvent de l'entraide, que ce soit entre ceux qui débutent et ceux qui roulent depuis plus longtemps. Le BMX est une école de la vie, on pourrait également mettre dans le panier tous les sports à risque si on va par là, mais j'ai choisi ce sport pour l'amour que j'avais avec la bicyclette. Belle conclusion, hein. Voilà, je pense qu'il a très bien résumé, il a évoqué le fait de se surpasser, de la confiance en soi, du côté social, voilà, que ce soit avec les débutants ou avec les plus expérimentés. Voilà, moi comme j'ai dit, j'ai fait ça parce que étant petit j'ai fait plein de sports comme la plupart des gens, hein. Donc je me suis essayé au foot, je me suis essayé plein de sports collectifs.
Et finalement ça m'a pas plu parce qu'en fait moi ce qui me plaisait pas c'était le fait d'avoir toujours un coach derrière moi, toujours avoir des horaires, des jours précis pour faire pour pratiquer quoi. Là au moins le BMX je suis libre, j'en fais quand je veux, où je veux, avec qui je veux d'un côté. Et voilà, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a rien de tout ça. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, là j'attends beaucoup de réactions, vos versions. Et puis voilà. Allez, salut et bon ride.